Pierre Athanas, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accorder cette interview à l'Agence d'urbanisme de Lyon, au cœur de Polytech. Alors déjà un petit mot sur le salon. C'est un plaisir pour vous, j'imagine, de revoir cette activité présentielle. Alors de revoir les partenaires, de revoir des partenaires potentiels, enfin de découvrir des partenaires potentiels, mais de les voir réellement. C'est important. On reste quand même des grands mammifères et on a quand même besoin de relations où on peut voir les gens, discuter avec les gens, interrompre les gens, chose qu'on ne fait pas en visio. La visio, j'espère qu'on en gardera certains éléments, ça évite des multitudes de trajets, mais dans les réunions, quand même, de se voir, c'est quand même drôlement mieux. Alors Pierre Athanas, vous êtes le vice-président de la métropole, vous venez de rappeler que nous sommes des grands mammifères et donc du coup, nous revenons au cœur du sujet, c'est-à-dire le vivant, cette perception nouvelle que vous portez, peut-être avec plus d'intensité. Quel est le message que vous venez porter à Polytech quand vous rencontrez des acteurs privés comme l'Union professionnelle du génie écologique? Qu'est-ce que vous attendez de ces moments de rencontre dans ces messages? Alors c'est vraiment un échange parce qu'on a besoin de s'enrichir les uns les autres. Nous, on a des demandes. Si les électeurs nous ont mis en responsabilité, c'est parce que ce qu'on proposait pendant une campagne électorale leur a plu. Maintenant, on est aux affaires. Il faut qu'on puisse avancer. Il y a ce à quoi on aspire, et apparemment les électeurs ont aspiré à la même chose, et la façon maintenant de les mettre en place. C'est pas qu'on était dans un monde où on imaginait les choses. Moi, je suis issu du milieu associatif et professionnellement, j'ai toujours travaillé dans la végétalisation, que ce soit en forêt ou que ce soit en espace vert. Donc j'ai un certain nombre d'éléments. Mais pour répondre vraiment aux urgences de maintenant, il faut qu'on aille vite sur tout type de milieu. La métropole, pendant longtemps, on a travaillé en végétalisation que sur les parties vraiment urbaines. On se doit d'aller au-delà du territoire. Le territoire qui est urbanisé sur la métropole, c'est 51%. Il en reste 49%, où pourtant on a un déficit très très important de végétalisation. Ça peut être paradoxal, mais dans les zones agricoles de l'Est lyonnais ou du nord de la métropole, on est en déficit de végétation. En ce moment, on est en train de moissonner le maïs, le blé, le colza, le tournesol ont déjà été moissonnés. On part maintenant pour 6 à 9 mois de terre à nu. Voilà, c'est la réalité, avec très peu d'arbres, avec pratiquement plus de haies. Donc il faut absolument qu'on retravaille là. On arrivera à modifier le climat, pas uniquement en travaillant sur les îlots de chaleur, et il faut le faire de toute façon, mais pas uniquement. Il va falloir qu'on travaille sur le reste. Quand on parle de végétalisation, la métropole de Lyon a adopté son plan nature au mois de juin, qui est un plan qui est très très ambitieux, avec une PPI de 44 millions, avec à peu près, selon les années, ça va aller de 12 millions et demi pour cette année à 15 ou 16 millions certainement à la fin du mandat en fonctionnement. Donc on est sur des volumes qui sont importants, avec vraiment des objectifs qui sont très forts. Bien sûr sur la biodiversité, en même temps sur le climat. Ça, les deux piliers ne peuvent pas être séparés, et trop souvent, même si on a peu agi sur le climat, on en a beaucoup parlé et on a toujours mis la biodiversité de côté et on s'aperçoit qu'on est dans une impasse qui est juste catastrophique, avec certainement le point le plus important, c'est la disparition des insectes pollinisateurs. Donc le plan nature, sa base, c'est vraiment la végétation. Si on ne revégétalise pas, on n'aura pas de milieu pour la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale, bien entendu, parce qu'il y a ce qu'on va planter et ce qui va venir spontanément. Donc reconstitution de corridors naturels, renaturation de friches industrielles, évidemment s'attaquer aux îlots de chaleur et continuer ce que la métropole faisait très très bien jusqu'à maintenant, à savoir les arbres d'alignement, où il y a une politique d'arbres d'alignement qui est particulièrement bien développée, qui est bien maîtrisée. Donc ces choses-là, on va les conserver. On ne remplace pas l'un par l'autre, fort heureusement. Donc c'est vraiment tout ça. Et ça, c'est juste indispensable. Comme il faut aller vite, encore une fois, des fois j'ai peur de harceler les services parce que je suis toujours dans l'urgence, parce que l'urgence écologique, elle est là. Si on avait démarré il y a 30 ans, on aurait eu le temps peut-être de faire les choses plus calmement. Là, il nous faut des résultats tout de suite. Et ce n'est pas des résultats pour être réélu, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai commencé la politique à 60 ans, ma carrière politique, elle ne va pas durer très longtemps. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Et c'est là, c'est demain. La disparition des pollinisateurs, ce n'est pas pour 200 ans, 300 ans, c'est pour la fin du siècle, c'est dans 60, 80 ans, c'est immédiat. On le voit déjà avec la baisse des rendements de certaines productions. Il faut qu'on agisse vite,
Pendant trop longtemps, on s'est appuyé, et j'en fais partie, j'étais naturaliste, sur l'espèce. Tant qu'on avait l'espèce, c'était bien quand on découvrait une espèce ou qu'une espèce revenait. Derrière le faucon pèlerin qui est revenu dans la métropole, on a caché toute la densité des oiseaux qui s'écroulaient dans les milieux bâtis, dans les milieux agricoles. Donc il faut vraiment qu'on revoie complètement cette notion-là. Effectivement, il ne faut pas perdre d'espèces. Plus on perdra d'espèces, plus ça va être difficile de reconstituer des milieux qui sont vivants. Mais il faut vraiment qu'on retravaille sur la densité végétale et animale. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. On comprend mieux votre présence sur le stand de l'UGPE du génie écologique, parce que vous avez besoin pour gagner en intensité de travailler aussi en réseau avec les acteurs privés. On va peut-être zoomer sur un point particulier, puisque nous sommes ici à l'invitation de nombreux adhérents, parmi lesquels Sol plus Paysage, emmené avec talent par Xavier Marier, qui m'amène à porter la question de l'artificialisation des sols en particulier. L'agence d'urbanisme avec la métropole de Lyon, le CEE a porté une grande expo sur les forêts, et nous avons depuis animé aussi un certain nombre de séminaires ZAN. Nous sommes là en octobre 2021 à Polytech. La loi fait l'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, Monsieur Athanase, sur l'artificialisation des sols est plus compréhensible, applicable et permet de travailler avec les acteurs privés? Alors sur le zéro artificialisation nette, donc c'est l'objectif qui a été fixé, nous on raccourcit les délais déjà. L'objectif 2050 nous paraît trop éloigné, nous c'est 2030. En attendant, on est déjà aux affaires. On est dans une révision de PLUH. Donc il y a eu une modification qui est plutôt allée dans le bon sens il y a quelques années. Maintenant, on est dans une révision, donc à un niveau moindre. Mais déjà là, on est acteur. Ce qui nous permet, dès cette révision-là, de rétrozoner un certain nombre de zones qui étaient promis à des zones d'activité et qui vont redevenir soit zones naturelles, soit zones agricoles. Donc là, on est sur une soixantaine d'hectares qu'on rétrozone. On peut difficilement nous dire qu'on est fou parce qu'il y a un besoin. En même temps, à l'échelon local, les maires à qui on dit vous n'aurez pas la zone d'activité, on va rester en agricole milieu naturel, c'est pas forcément aussi facile que ça à faire accepter. Mais on est déjà dans ce schéma-là. L'autre sujet qui est vraiment très très important de cette révision-là, c'est la désimperméabilisation des sols. Et pour ça, dans le PLUH, on a rehaussé systématiquement le coefficient de pleine terre selon le type de zone, entre 5 et 25%. Parce que de faire croire qu'on peut continuer à vivre sur des dalles avec un parking enterré, 30 cm de terre, un mauvais gazon dessus, c'est fini. C'est fini parce qu'on a besoin de végétalisation qui soit durable, donc de pleine terre. On a un problème d'eau qui est juste énorme et qui est déjà là. Toutes les nappes de l'Est lyonnais sont à des niveaux qui sont très très bas, voire alarmants. Cette année, exceptionnellement, on a eu de la pluie et elles sont légèrement remontées, mais on est toujours déficitaire. On n'est pas revenu à un niveau normal. L'enjeu de l'eau est très important. En même temps, tous les spécialistes nous disent que le Rhône, qui a déjà perdu 20% de son débit, va en perdre 30% d'ici 2050. Ça veut dire que notre ressource en eau, elle est menacée. Et à côté de ça, on est avec des ouvrages qui dépensent de l'eau de façon incroyable. Quand on construit un immeuble et qu'on fait un parking souterrain et que vous êtes près de la Saône, près du Rhône, etc., ce qui concerne une grosse partie de nos territoires, puisqu'on a la chance d'avoir 2 fleuves, on fait des parkings souterrains, on pompe l'eau évidemment pour pas que ce soit des piscines. Cette eau est envoyée dans le réseau unitaire et va dans les stations d'épuration. On mélange les eaux d'égout avec de l'eau propre. On va les mettre en station. Quand tout va bien, on traite tout. Et quand il y a des orages, on ne traite rien et on remet au Rhône des eaux qui sont polluées. Donc il faut absolument qu'on arrive à maîtriser ça. Et le maîtriser, c'est simplement en disant il n'y aura plus de parking enterré. Il faut maîtriser. Alors merci, parce que c'est pas évident de nous donner cette vision d'ensemble. Donc vous le faites, merci, en profondeur, en sous-sol. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on revient à la loi et ce que vous nous en avez dit, merci monsieur, on est plus armé déjà pour travailler avec les professionnels, entre collectivités et professionnels pour dialoguer, puisqu'on l'a vu, parfois c'était pas toujours très facile. Là, on est bon pour ouvrir ces dialogues. Alors je vais peut-être vous faire rire, mais quand on est arrivé aux affaires, on a été majoritaire. Certains nous ont décrits comme des amiches, d'autres comme des ayatollahs verts et tout. Et les premiers acteurs à nous trouver sympathiques, ça a été les acteurs économiques. Et
on n'a pas de problème. Quand on a refait tout le projet Pardieu, où on ne va pas faire de gratte-ciel, où on ne va pas rouvrir des pistes piétonnes à la circulation, où on va mettre de l'habitat à la place du tertiaire, où on va planter des boisements. Les acteurs économiques, les promoteurs immobiliers, ils ont tilté, ils ont marché. Ce qu'ils ne vont pas construire ici, ils le construiront ailleurs, ce qui va permettre une mixité sur le territoire avec des gens qui vont pouvoir habiter là où il y a le travail et éviter des kilomètres de trajet, de refaire des espaces verts dans un endroit où il y a une densité de population juste incroyable et d'avoir on va mixer des espaces verts de façon assez traditionnelle, espaces verts, et des boisements qui seront plutôt des boisements sauvages pour un besoin de nature que les gens manifestent en permanence. Mais quand on dit ça, le monde économique marche et par contre ceux qui coincent, c'est la vieille génération politique. C'est en disant mais il faut absolument que Lyon ait son quartier de la Défense en plein centre. Le quartier de la Défense, c'était une époque. On s'aperçoit maintenant que de toute façon, alors que la Pardieu est particulièrement bien desservie en transport en commun, le train, plusieurs lignes de bus, le métro, tout est saturé au jour d'aujourd'hui. Il faut arrêter d'amener encore plus de gens qui vont venir travailler le matin, repartir le soir sur des réseaux saturés. Il faut que les gens habitent sur place, il faut que le travail soit là où habitent les gens également. Alors si le dialogue passe bien avec les acteurs économiques, ça veut dire que vous pouvez peut-être plus vous concentrer sur ces questions. Alors ici à Polytech-on-Voit, c'est très technique, on a entendu Xavier Marier, il y a vraiment des notions très précises sur les sols. Comment on peut avancer sur ce dialogue? Est-ce que vous allez ouvrir des séminaires spécifiques dédiés à la question des sols? Est-ce qu'on va aller un petit peu en profondeur pour prendre le temps entre nous de poser les choses et pour faire des groupes de travail qui vont pouvoir investiguer les choses et avancer? Alors on va bien sûr continuer de faire des groupes de travail, de faire des réunions. Bien sûr, parce qu'il faut évoluer, il va falloir continuer d'échanger. Mais ça en parallèle d'action. On ne va pas attendre le résultat des groupes de travail pour passer à l'action. Donc ça, c'est bien sûr évident. Dans le plan nature, on sait ce qu'il faut faire. Et après, il y aura aussi des interrogations. Mais on a commencé dès maintenant. Dès le mois d'octobre de l'année dernière, on est juste d'être élu. On a fait les premières prairies pour les pollinisateurs. Dès l'hiver, on a planté les premières forêts urbaines. On va en planter 6 dans la saison qui vient là maintenant. Donc on continue d'avancer. Et toutes ces discussions, tous ces échanges, tous ces besoins d'études, on va le faire en parallèle et surtout pas attendre. Malheureusement, on n'a plus le temps d'attendre. Écoutez, je crois que c'est une très bonne conclusion pour nous mettre à l'ouvrage ici à Polytech. En tout cas, merci Pierre Athanas d'avoir ouvert ce sujet et puis on trouvera le temps d'approfondir. Bien entendu, oui. Merci beaucoup, monsieur. À vous de jouer. Merci. Continuons cette interview sur le stand de Polytech. Alors, quelques mots, monsieur Valandin, vous êtes le président de l'Union professionnelle du génie écologique. Oui. Quel plaisir pour vous d'accueillir un membre, bien sûr, de la gouvernance de la métropole de Lyon et pour faire passer quelques messages, j'imagine. Tout à fait. De toute façon, on vit effectivement une époque très particulière, tout le monde peut le reconnaître. Et souvent qui est vu avec un côté négatif, et pour nous, c'est l'époque de la vie. C'est notre métier, hein, les professionnels du génie écologique. Notre sujet, c'est le vivant, pour le vivant, par le vivant. Et là, on voit bien, alors, pour plein de raisons qui sont certaines négatives, même la crise sanitaire, etc., mais aussi parce qu'on voit qu'il faut passer à autre chose. Et on remarque dans les échanges que l'on a, et tous les acteurs le disent, que les modes de pensée commencent à être différents, la volonté d'action doit être différente, qu'on arrête de sortir des principes politiques au sens idéologique, mais qu'on pense des principes politiques au sens étymologique, qui est la gestion de la cité. C'est effectivement de ça dont il s'agit. Donc voilà, pour nous, c'est effectivement un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis on a vraiment des boulevards devant nous, c'est maintenant que ça se passe, quoi. Voilà. Alors moi, je fais une interview en tant qu'agence d'urbanisme de Lyon, donc je vais venir un petit peu vous chercher sur la question du partenariat public-privé et comment on peut amplifier les actions que M. Athanas appelle de ses voeux. Qu'est-ce que vous, là, sur ce stand, on voit fleurir des très beaux noms de sociétés. Qu'est-ce que vous, je vous entendais parler avec M. Athanas, vous disiez changer de modèle. Est-ce que vous pensez qu'ici, vous avez une vitrine des compétences tout à fait intéressante et innovante sur la métropole de Lyon? Alors, on pourra en mettre plus parce qu'on est à 90 adhérents à l'UPGE, donc vraiment dans tous les domaines. Hein. On a de l'agronomie, on a des indicateurs par les abeilles, on a effectivement des boîtes de travaux, des bureaux d'études, on a vraiment tout effectivement qui se mêle. Et pour reprendre votre introduction, je suis plus urbaniste que vous. Parce que le principe du génie écologique, c'est l'urbanisme, sauf que nos clients ne sont pas humains.
Nous créons des habitats naturels. Et comme M. Tanas parlait de la végétalisation, c'est bien ce qu'il expliquait en disant pour accueillir les insectes pollinisateurs ou les différentes espèces, en fait on a une vision de l'urbanisme. Un habitat naturel, c'est quoi? Capacité de protection contre les prédateurs, de reproduction, de déplacement et d'alimentation. En fait, c'est exactement ce qu'on fait dans l'urbanisme, c'est à peu près ça. Et en fait, c'est bien une nouvelle vision de l'urbanisme sur lequel, en fait, les grenouilles et les papillons, ce ne sont pas des espèces à protéger, ce sont des colocataires d'un espace global, et même le terme d'urbanisme devrait être presque revu. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est assez passionnant cette histoire de ZAN. On a deux manières de le faire. Soit on dit c'est une contrainte de plus, il faut arrêter, voilà, touchez pas la grenouille. Bon, ben là, on ne va pas toucher la grenouille et puis de toute façon on finira par la toucher. Ou alors on a la vision positive, c'est-à-dire on est arrivé effectivement à une limite, il n'y a pas le choix, on passe de l'autre côté. Et qu'on réfléchit à l'origine de la crise. Jusqu'à présent, on a considéré qu'il y avait des choses très importantes comme le climat, l'énergie, l'eau, les déchets, et puis la biodiversité, c'est les petits espaces qui sont là, il y a 2-3 associations qui s'en occupent, voilà, mais on va les laisser, hein, on appelle ça l'environnement, etc. Alors qu'en fait c'est quoi? C'est la vie, mais c'est partout. Ben, on a plus de cellules non humaines sur notre corps que de cellules humaines. Il y a certaines bactéries qui nous embêtent, mais la plupart d'entre elles, elles sont indispensables au fonctionnement de notre... Donc en fait, c'est de la vie dont on parle. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, que ce soit le réchauffement climatique ou la pollution, ce ne sont pas des problèmes, mais les conséquences d'un problème. Nous n'avons qu'un seul problème, c'est que nous sommes sortis de la dynamique du vivant. La vie est basée sur deux principes, diversité et relation. Aucune espèce ne se suffit à elle-même, elle n'existe qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Et nous, on a développé un modèle social et économique qui dit c'est la compétition qui prime et la maximisation de l'intérêt personnel. C'est-à-dire que chaque être humain se suffit à lui-même et l'espèce humaine elle-même, par la technologie, se suffirait à elle-même. C'est le contraire de la vie. C'est quoi le contraire de la vie? Nous avons les symptômes du contraire de la vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on arrive à ça, on se dit non, en fait, nous n'avons qu'un seul problème, c'est d'avoir quitté le fonctionnement des écosystèmes. La biodiversité, ce n'est pas un cas particulier de l'environnement, mais c'est la seule finalité. Le réchauffement climatique, s'il ne détruisait pas l'équilibre des écosystèmes, en fait, ce ne serait pas désagréable. Enfin, à part en Bretagne où il fait toujours beau, il y a quand même pas mal d'endroits où voilà, c'est pas le cas, quoi. Mais vous voyez, la pollution, si ça ne détruisait pas la vie, ce ne serait pas désagréable. Ça ne poserait pas de problème, quoi. Donc la vie, ce n'est plus un cas particulier, c'est une vision globale. Et ça nous amène à des modes de pensée, et le ZAN, je pense, peut nous amener à ça, c'est-à-dire de repenser les relations aux vivants, la relation à la Terre et les relations humaines, et avec un truc très très positif, parce que je ne supporte plus l'espèce de fatalisme, on va tous mourir, mais je suis désolé, c'est pas un scoop en l'occurrence, et de dire, dans 20 ans, il y a des gens qui vont être malheureux. Il n'y a pas assez de gens malheureux aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'occuper de ceux qui sont malheureux aujourd'hui, quoi? C'est cette vision de prophète est très négative par rapport à ça. Mais surtout, il y a quelque chose de beaucoup plus positif. Le modèle économique qui va bientôt disparaître, parce qu'on va s'en occuper, on va le remplacer. Hein. On ne va pas le combattre, on ne va pas se révolter, on va juste le rendre obsolète, parce qu'il s'est développé sur une promesse, qui était celle du bonheur. Quand vous serez riche, vous serez heureux. Quand vous aurez la Ford T, et puis la machine à laver, et puis le frigidaire, et puis la tablette, et puis etc., vous serez heureux. Résultat, c'est pas la peine de faire consommation d'anxiolytiques, les suicides, les gens ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la vie c'est basé sur deux principes, la diversité et la relation, et il se trouve que le bonheur c'est pareil, c'est la diversité et la relation. Les relations humaines en premier lieu. Vous allez commencer par l'absence de relations humaines, le bonheur n'est lié que à la relation humaine. L'amour, l'amitié, la fraternité, la camaraderie, dans n'importe quelle entreprise. C'est pas le métier qui compte, c'est les gens avec qui vous travaillez. Vous pouvez faire n'importe quel boulot tant que vous êtes avec des gens de confiance. Et donc la vie nous ramène ce principe-là, et donc en fait on va pouvoir avoir une vision très positive, et pour moi le ZAN ça doit être ça, une vision politique de forum, de retravailler dessus, de se partager nos bestioles. C'est pas à un endroit, il y a une zone qui est protégée sur laquelle il y a les insectes pollinisateurs, c'est tous les jardins qui sont capables de garder 10% de leur jardin sur lequel on leur donne des semences, etc., etc. Et en fait, on a une capacité d'espace qui est énorme. Tant qu'on sort des cases que nous avons aujourd'hui, de mettre, il y a un espace naturel, il y a un espace agricole. En fait, pour conclure, le mot artificiel, c'est peut-être la plus grosse bêtise qu'on a inventée dans cette loi résilience qui pourtant est intéressante, parce qu'en fait, en France, tout est artificiel, ou alors tout est naturel. L'espèce humaine est quand même relativement naturelle, puisque nous sommes des grands mammifères, soumis aux mêmes lois de la nature, et de revenir sur cette vision systémique, et c'est ça que permet cette nouvelle loi, et puis surtout la prise de conscience, c'est le plus intéressant. La loi, c'est jamais ni une finalité, ce qui compte, c'est les relations humaines, et la loi ne fait que mettre des cadres à côté, quoi. Alors si je comprends bien, vous partagez la même philosophie aujourd'hui, et donc vous pouvez sceller un pacte de confiance, et vous
vous allez être amenés à travailler ensemble et ça veut dire que vous allez ensuite peut-être voir sur certaines zones de projet urbains ou sur certaines zones d'expérimentation comment pousser les innovations qui sont présentes sur ce stand. Tout à fait. Alors il faut bien voir que la technologie n'est jamais un but en soi, c'est toujours un moyen et qui doit être mis dans une logique de bien commun. Sinon on va revenir, et c'est d'ailleurs le grand enjeu de ce type de salon, il ne faut pas que ce soit juste des juxtapositions de technologie. Et ensuite, l'expérimentation, c'est la seule solution que nous avons aujourd'hui, à condition qu'elle ne soit pas anecdotique. Qu'on a ça de temps en temps, on a fait un truc ici, ça marche, on est rassuré, donc on est sauvé. En fait non, il faut qu'on passe à une dimension vraiment fondamentale, tout à fait, et basée sur l'action. Il y a suffisamment de philosophes, de prospectivistes, alors c'est très bien, c'est leur métier, c'est pas le nôtre. Et donc là, effectivement, le rôle, c'est d'avoir la vision globale, disons systémique, et que ensuite tous les acteurs techniques ou technologiques que nous avons ici s'inscrivent avec une vision commune. En fait, ce qui manque le plus en politique en termes généraux, c'est la question de la vision. On veut résoudre des problèmes, la délinquance, la précarité, la vieillesse, etc., enfin, l'isolement, alors qu'en fait, si on avait une vision, ça change complètement les choses. Donc c'est ce que permet effectivement la relation du vivant, et à ce moment-là, n'importe quel acteur technologique dit « voilà ma mission, voilà mon œuvre ». Là, c'est un terme qu'on a beaucoup dévalorisé en France, c'est celui d'ouvrier. Et le travail manuel en tant que tel. Ouvrier, c'est celui qui fait l'œuvre. Et l'ingénieur est au service de l'ouvrier pour lui donner effectivement son accomplissement. Et donc cette question de réalisation territoriale, ça va être totalement déterminant dans les années qui viennent et ça peut aller très très vite. Quand on regarde la puissance de la vie, la puissance pionnière, c'est le terme que l'on prend pour les espèces qui colonisent les milieux, ça va très vite. D'ailleurs on le voit aujourd'hui avec des espèces qu'on ne voudrait pas voir, qui sont les espèces exotiques envahissantes. C'est une puissance soyons des espèces envahissantes, non exotiques, mais de réenvahir par la vie, effectivement, ces zones qu'on a un peu abandonnées par une conception tronquée de notre relation au vivant, quoi. En tout cas, messieurs, c'est un plaisir de vous interviewer et si j'ai bien compris, vous allez œuvrer territorialement sur le rayonnement de la métropole lyonnaise, en tout cas de tous mes voeux, et puis en espérant contribuer tous ensemble à cette belle ambition. Merci beaucoup. Merci. Xavier Marié, vous venez d'intervenir en séance à Polytech. Vous avez reçu Pierre Athanase, le vice-président de la métropole de Lyon. Demain, Béatrice Vessillier, la présidente de l'Agence d'urbanisme de Lyon. C'est quoi le message de la Fédé du génie écologique pour ces questions d'artificialisation des sols et de travail avec la gouvernance? Le message, c'est qu'il est essentiel au niveau des métiers de la biodiversité de produire des solutions durables et pas trop chères pour obtenir un maximum de fonctionnalités écologiques, mais aussi de services écosystémiques au cœur des territoires les plus habités. Je pense à cela en particulier puisque ça concerne beaucoup d'entre nous. Et donc dans cette ville dense, il faut pouvoir faire biodiversité ensemble et une des grandes solutions en relation au zéro artificialisation nette, c'est d'une part la limitation de l'artificialisation, bien sûr. Bon, ça c'est des enjeux plus macro avec des sujets comme adresse aujourd'hui d'ailleurs le CEPAL dans une consultation qui trouvera son issue prochainement, je pense en novembre ou en décembre, et qui désignera un prestataire pour mettre en place une évaluation de la prise de conscience des sols par les élus et sur les stratégies de définition de cohérence territoriale à l'échelle du CEPAL, par exemple. Donc ça, c'est un sujet très concret, c'est-à-dire SCOT 2030 et après. Et donc dans cet après-là, seront pris en compte les sols grâce, en fait, à la loi climat résilience et grâce à l'introduction d'un véritable programme, voire contraignant, dans l'établissement des politiques publiques territoriales, demandées donc par l'État en termes de réduction de l'artificialisation des sols. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Réduisons l'étalement urbain de moitié par rapport à ce qu'on a fait lors de la décennie précédente. Donc ça c'est un grand objectif du ministère de la Transition écologique. Voilà, et donc le SCOT par exemple qui va arriver, va devoir assumer cela d'abord et va aussi devoir atteindre zéro artificialisation nette à terme, c'est-à-dire en 2050. Et donc il faut préparer les élus et préparer les acteurs, les citoyens aussi, parce que les élus sont un peu les reflets de la conscience citoyenne. Et donc il faut que les gens comprennent que les sols, c'est pas qu'un problème d'agriculture,
que les sols, ce n'est pas qu'un problème de menace contre la pollution ou pas la pollution, la contamination, sa santé. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est aussi et surtout un formidable levier pour faire biodiversité, c'est-à-dire protéger la biodiversité qui existe, mais aussi reconstruire la biodiversité là où elle a disparu. Et c'est vraiment ça le grand message, me semble-t-il, parce que jusqu'à présent, les enjeux de biodiversité étaient surtout adressés dans un cadre réglementaire défini par le Code de l'environnement. Et ce Code de l'environnement a toujours fonctionné sur des sujets d'évaluation, d'évitement, de réduction ou de compensation d'impact. Mais aujourd'hui, donc ça reste un système défensif en fait. Or, adresser zéro artificialisation nette veut dire clairement que c'est bien ceux qui vont faire les projets de territoire qui vont devoir prendre en compte un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'artificialiser et il faut désartificialiser dans le projet de territoire. Et c'est vraiment ça qui va faire biodiversité. Si l'on en croit le rapport France Stratégie de 2019, il y a vraiment une relation entre l'érosion de la biodiversité et l'artificialisation des sols. Donc allons-y. Quel beau message pour ce Polytech 2021. Bravo Xavier Marier, merci de votre accueil. Merci beaucoup.